invitée ce matin, Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. La mobilisation contre le recul de l'âge de départ en retraite, la rue ou l'Assemblée nationale, où va se jouer finalement cette réforme, cette bataille? Est-ce qu'il y a une crise à LFI? On va voir ça dans un instant. L'avenir de la gauche, la proposition aussi, plus qu'une proposition, puisqu'il y a une loi qui a été votée là, pour une aide d'urgence aux victimes de violences conjugales en fait hier soir. Et puis peut-être qu'on parlera aussi un petit peu de la SNCF et des retards. Commençons donc par la bataille des retraites. Où, selon vous, va-t-elle se jouer? Dans la rue ou à l'Assemblée? Dans la rue se joue beaucoup, parce que c'est le levier pour faire reculer le gouvernement. Seul le nombre, c'est-à-dire c'est simplement s'il y a une mobilisation d'ampleur inédite, peut permettre de faire reculer ce gouvernement. On l'a vu dans l'histoire, chaque fois que un gouvernement a été contraint de retirer un projet, c'est parce que il y avait des manifestations monstres, des grèves importantes et au fond une capacité aussi à bloquer l'économie, à rendre évidemment la situation intenable pour le gouvernement. Donc je souhaite qu'on ait la mobilisation la plus importante et je crois qu'elle s'annonce forte. Ce que disent les syndicats, s'il y a 1 million de personnes, ça fera reculer le gouvernement, quoi. C'est un point de départ. Il faut 1 million de personnes jeudi. C'est un premier objectif. Et ensuite, il faut monter en puissance. Mais je voudrais que celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas évident de prendre un jour de grève, surtout quand on a des salaires en berne. Oui, je pense en particulier dans le privé, mais même aussi dans le public. On perd aussi un jour de grève, un jour de salaire, plus exactement. Donc c'est pas évident, surtout quand on pense que le gouvernement sera inflexible. Donc moi, je veux vraiment appeler ce matin à la responsabilité que chacune et chacun nous avons. Parce que c'est de la décision de chacune et chacun que va dépendre le fait que nous allons durablement travailler 2 années de plus. C'est ça qui se joue. C'est 2 années de travail en plus. Jusqu'où va la responsabilité, Clémentine Autain, quand des syndicalistes de la CGT Énergie annoncent par exemple qu'ils envisagent des coupures ciblées contre les élus, de menacer de bloquer aussi de nouveau les raffineries. Est-ce que vous soutenez d'aller jusque-là? C'est curieux votre question. Moi, je croyais que vous alliez me demander, mais quand même, est-ce que ce gouvernement est légitime? Parce que vous parlez de la responsabilité. Oui, j'entends bien. J'avais dit, mais quand même, est-ce que ce gouvernement est légitime alors que plus de 80% des Français sont opposés à travailler plus longtemps? 70%. Non, 80. Il y a même, j'ai vu même un sondage à 85. 80% des Français, en tout cas les 2 tiers sont totalement opposés. Plus des 2 tiers sont totalement opposés à l'idée de travailler plus longtemps et ils sont même majoritaires à vouloir s'arrêter à 60 ans. Donc, est-ce qu'un gouvernement est légitime à légiférer contre l'avis ultra majoritaire du peuple? Est-ce que le gouvernement est légitime à parfois, dire que... quand on est politique, c'est prendre des décisions qui sont impopulaires. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'est installé pour imposer notamment des politiques néolibérales qui creusent les inégalités, qui détruisent les droits et les protections. Et quand on a cette logique-là, on sait que forcément, ça va être impopulaire. Et donc, on a fini par dire, regardez, ces gouvernements sont courageux parce qu'ils gouvernent contre le peuple. Non, quand on gouverne, on doit le faire pour le peuple. Oui, mais le gouvernement, en l'occurrence, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur, réforme des retraites pendant la campagne, et il a été élu. Donc il est légitime pour reprendre... Je ne le crois pas parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que le moteur du vote au second tour pour Emmanuel Macron a d'abord été le rejet de Marine Le Pen. Et par ailleurs, la NUPES est arrivée en tête des voix en France. Donc le gouvernement, lui, n'a pas de majorité. Il l'a pas d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Tête des voix en France. Oui, Le Monde l'a dit. Oui. C'était, c'est selon les calculs. Vous savez, vous avez des calculs d'affiliation, mais Le Monde très clairement a dit, a écrit que nous étions arrivés en tête. Donc, je n'ai plus le souvenir exact de ces chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui 3 pôles, 3 blocs pour aller vite. Et donc celui du gouvernement, celui de En Marche, Renaissance maintenant, n'a pas la légitimité pour le faire. Voilà. Alors, il bricole au Parlement en ce moment, c'est-à-dire qu'il est allé chercher le soutien de LR, même si c'est difficile. Vous avez vu qu'un certain nombre de députés LR ne sont pas d'accord pour la voter. J'ai même vu ce matin que Barbara Pompili, qui est pourtant à Renaissance, a dit qu'elle-même réservait en tout cas le vote de cette loi parce qu'elle estime que cela va creuser les inégalités. Donc non, je ne crois pas que ce gouvernement soit légitime et qu'Emmanuel Macron soit
soit légitime à avancer en force. Et j'insiste aussi sur le en force, parce qu'ils ont pris un biais qui est très technique, qui est le 47.2, un article 47.2 de la Constitution, qui va permettre d'avoir un débat sur simplement 50 jours et à la fin de légiférer par ordonnance. Donc vous voyez, on a un problème aussi qui est la brutalité avec laquelle agit ce gouvernement. Est-ce que, justement, indépendamment de la réunion, même si on y reviendra, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était à ce micro hier, disait ne pas craindre l'absence de majorité mais redouter à l'Assemblée, mais redouter l'obstruction, dit-il, par LFI, avec beaucoup d'amendements. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais ça fait partie du jeu parlementaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous, on mène notre travail, on essaye de faire durer le travail parlementaire, qui est le temps aussi que la mobilisation puisse s'organiser. Donc, vous voyez, c'est en écho. Quand vous demandiez qui de la rue, qui du Parlement va y arriver, ce que je peux vous dire, c'est que les groupes de gauche, aussi bien à l'Assemblée nationale avec la NUPES qu'au Sénat, travaillent depuis plusieurs mois, et je fais partie de ce groupe de travail, travaillent depuis plusieurs mois, justement pour affiner nos argumentaires, pour réfléchir à notre stratégie, et je peux vous assurer que nous serons au rendez-vous dans les hémicycles. Mais ça doit se faire en écho avec le nombre de grévistes, la mobilisation intersyndicale. Vous savez que ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu une intersyndicale, c'est-à-dire le rassemblement de tous les syndicats opposés à cette contre-réforme. Et je dis contre-réforme parce que le mot réforme est souvent mal utilisé. Vous savez qu'une réforme, le mot réforme, ça veut dire améliorer. C'est quelque chose qui améliore. Oui, pour certains, c'est améliorer. Pour améliorer et pour préserver pour préserver ce que disent certains spécialistes, et notamment au gouvernement, maintenir un système de retraite. Alors, ceux du gouvernement ne sont visiblement pas des spécialistes. Prenons des spécialistes peut-être plus objectivables, comme le corps. Le corps dit que la trajectoire de notre système il y a un risque. Le risque, il est mineur. Vous savez combien il y a un gros risque à partir de 2030. Quoi. Oui, mais non, parce qu'en 2040, mais non, en 2040, ça redevient à l'équilibre. Potentiellement, même si on prend les chiffres, je ne prends pas ceux de la dernière conférence de presse d'Elisabeth Borne, parce que là, ils sont complètement farfelus. Mais admettons le chiffre qu'elle a asséné. Mettons qu'il y a un problème de 17 milliards. Admettons. D'accord ? 17 milliards, c'est quoi par rapport aux 340 milliards qui sont distribués chaque année en prestations sociales ? C'est tout petit, 17 milliards. Regardez, la CVAE. Oui, mais bien sûr, mais il faut être précis. On vous dira que la France est déjà très endettée un peu partout. Donc on veut faire payer aux retraités, notamment aux plus modestes, les dettes de la France qui sont notamment contractées. Pourquoi ? Parce que les gouvernements successifs ont fait des cadeaux aux hyper riches et aux grands groupes économiques. Et à l'Europe, quoi. L'Europe qui nous dicte un peu cette politique. Écoutez, on a perdu, laissez-moi dire quelques comparaisons. La CVAE, qui est la contribution sur la valeur ajoutée, qui est payée par les entreprises, elle a été supprimée. Si on la remet, c'est 8 milliards. L'ISF, l'impôt sur la fortune, et la flat tax, qui sont donc des impôts pour les hyper riches, on remet 5 milliards. Donc vous voyez, trouver même 17 milliards, c'est-à-dire de l'argent pour combler l'éventuel trou dont parle Elisabeth Borne, et je dis éventuel. Permettez-moi là-dessus. Je dis éventuel parce que le corps, par exemple, en 2012, avait fait des évaluations sur des projections sur le déficit de notre système en 2022. Il estimait qu'en 2022, il y aurait 22 milliards de déficit. Vous savez ce qui s'est passé en 2022 ? Oui, il y a eu un excédent. Un excédent de 3 milliards. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec mesure, pincette, les projections, parce qu'elles dépendent aussi de la politique économique qui est menée. Donc nous, on pense que, par exemple, si on fait le dégel du point d'indice, si on augmente le SMIC, eh bien, on a là déjà matière à augmenter les cotisations. Donc, mettre à bas tout notre système et faire payer, parce que ce sont ceux qui commencent le plus tôt à travailler, vous le savez, ce sont ceux-là qui vont payer. Mais bien sûr, parce que vous par exemple, de toute façon, vous partiriez... Pas sur les cas personnels, mais vous, par exemple, vous partiriez de toute façon plus tard, parce que vous avez sans doute commencé plus tard à travailler et que par ailleurs, votre métier n'est pas parmi les plus pénibles. Mais, les heures de nuit, quand vous vous levez à 1h du matin ou 2h du matin... Travailler la nuit, c'est pas facile, et c'est un élément de pénibilité, je suis d'accord avec vous. Mais imaginez-vous que quand vous êtes cariste, que quand vous êtes infirmière de nuit, il y a un moment, c'est plus possible. Le corps ne tient pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là ? Peut-être qu'ils vont s'arrêter, et ils vont s'arrêter avant d'avoir la possibilité d'avoir... de vie, quand même, nous avons gagné 20 ans mais pas tout le monde. Vous connaissez la différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier ? C'est 7 ans. Voyez. Donc ça va creuser les inégalités. Clémentine Autain, vous avez parlé de la mobilisation. D'un mot, est-ce que le RN, qui est également opposé à la réforme des retraites, est le bienvenu dans les manifestations jeudi ? Écoutez, je ne crois pas qu'il est prévu de venir, donc comme ça règle votre question. Laurent Berger a dit c'est non, donc vous...
Écoutez, le Rassemblement national, de tradition, ne se mobilise pas avec les syndicats. Ça s'est jamais vu. Ils pensent que ça ne sert à rien. Donc, alors que toutes les conquêtes, permettez-moi de le dire, mais les grandes conquêtes qu'on a obtenues, je pense aux congés payés, je pense, on les a à chaque fois obtenues, enfin quasiment tout le temps, par des mobilisations qui ont permis d'avoir une des plus grandes augmentations du SMIC au XXe siècle. On l'a après la grève générale de 68. Donc c'est la mobilisation sociale, c'est elle qui permet de faire avancer, progresser nos situations, nos droits, nos quotidiens. On verra si le RN manifestera ou pas et s'ils seront acceptés dans les manifestations. Écoutez, je ne crois pas qu'ils aient prévu. Ils savent qu'ils ne sont. L'accueil ne risque pas d'être chaleureux et probablement fort hostile. Et n'oublions jamais que le Rassemblement national, du côté des politiques tels qu'ils les défendent, et on le voit à l'Assemblée, je dirais que les masques tombent, sont toujours favorables aux politiques libérales sur le plan économique. Il nous reste 4 minutes, Clémentine Autain. Je voudrais qu'on aborde quand même ce qui s'est passé là à Marmande, dans le sud-ouest. Vous avez subi des retards de la SNCF, c'est ça? Vous êtes fait tacler par Clément Beaune. Je venais de Toulouse. Oui, vous vous êtes fait tacler par Clément Beaune, le ministre des Transports, parce que vous avez dit que c'était à cause de la privatisation qu'il y avait à la SNCF qu'il y avait des retards. Or, dit-il, et d'autres font remarquer aussi, il n'y a pas de privatisation de la SNCF, en tout cas sur ce cas précis. Tout à fait. En fait, le problème toujours de Twitter, c'est qu'on écrit vite et en 240 signes. Donc là, en plus, j'étais un peu énervée d'avoir encaissé 2 heures de retard sur un trajet. Bienvenue dans la réalité, dans le monde réel. Voilà. Et surtout, moi, je suis pour qu'on fasse tout pour privilégier le train sur l'avion. Donc le Paris-Toulouse, on le sait, en train est un peu long et ça va plus vite de prendre l'avion. Donc moi, je suis pour continuer à prendre le train, je prends le train. Mais 2 heures sur un trajet de 4h40, c'est ce que vivent 5 millions de Français au quotidien qui prennent le train chaque jour. Bien sûr. Donc, je fais ce tweet là-dessus et je fais une erreur sur le terme, parce qu'il n'y a pas de privatisation. Le terme exact, c'est la libéralisation. Et si j'ai mis privatisation, c'est parce que j'ai comparé, y compris dans mon tweet, la situation à celle de l'Angleterre. En Angleterre, progressivement, ils ont privatisé. C'est arrivé jusqu'à la privatisation. Et quand la privatisation a été mûre, ce qui s'est produit, c'est des retards en chaîne qui se sont accumulés, une détérioration de la qualité du transport et une hausse des coûts. Et à la fin des fins, ils ont renationalisé. Donc nous, aujourd'hui, en France, on a un cheminement. On a des retards, mais il n'y a pas de privatisation. Non, attendez. Ce n'est pas privatisé, mais c'est libéralisé. C'est exactement ce qui s'est passé à EDF et à la Poste. C'est-à-dire progressivement, on donne les parts les plus juteuses à d'autres. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas ce week-end pour vous. Vous avez tort. Ce que je veux vous dire, c'est que la SNCF est obligée de se préparer à la rentabilité parce qu'elle s'ouvre à la concurrence. Comprenez cela. Et c'est notamment les politiques européennes qui vous imposent. direz aux gens qui tous les jours subissent des retards et qui n'ont pas l'impression que ce soit effectivement une entreprise privée, mais que c'est bien des services publics et qu'il y a des grèves en permanence, notamment, et puis d'autres problèmes. Parce que vous pensez que le privé marche mieux. Non, mais moi je vous dis que l'ouverture à la concurrence et le fait que des pans entiers sont donnés progressivement au privé et que le management s'aligne sur le privé, ça donne des résultats qui sont des résultats tels qu'on l'a connu avec EDF et avec la Poste et aujourd'hui avec la SNCF. Donc oui, je retire ce terme de privatisation car il est impropre, mais je pense que le fond de ce que je voulais dire, c'est-à-dire ce phénomène d'ouverture à la concurrence et de libéralisation, conduit fatalement à une détérioration du trafic. Bon, voilà. Vous voyez, une erreur peut en cacher une autre. Mais vous reconnaissez quand même bien sûr, le terme était impropre. Dites-moi, parce qu'il nous reste 2 minutes maintenant. Qu'est-ce qui se passe à la France Insoumise? Vous n'avez pas participé hier à la réunion qui était organisée. Mais je n'étais pas invité. Vous n'étiez pas invité. J'avais cru comprendre que vous pouviez y aller tout de même, non? Écoutez, je n'étais pas invité. Je ne vois pas à quel titre, d'ailleurs, j'y serais allé. Et alors, ce conseil qui est mis en place aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas, je n'y étais pas. Je n'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet, puisque je n'y étais pas. Je ne sais pas exactement quelle est sa fonction, son rythme. Je crois que c'est encore en discussion. Il pourrait y avoir une réunion par mois, c'est ça? Avec une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Je ne sais pas, je n'y étais pas hier, je n'ai pas les informations pour vous parler de ce conseil politique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les sujets que nous avons mis sur la table ne sont pas aujourd'hui
qui ont des choix de la direction, je dirais, ont en effet ouvert une situation de crise, et que pour l'instant, il faut chercher la voie pour apaiser, et qu'on n'y est pas encore. Quelle pourrait être la voie, alors, pour vous, justement, Clémentine Autain ? Je l'ai dit, donc au moment où on est là cette semaine avec une bataille majeure face au gouvernement sur les retraites, je reconnais que j'ai pas envie de remettre 10 balles dans la machine sur ce sujet-là, qui est un sujet interne. Je pense qu'il se réinvitera. On a dit ce qu'on avait à dire, vous m'avez entendu, je pense que voilà, c'est clair, les militants aussi doivent s'en saisir. Donc point suivant, j'ai envie de vous dire. Oui, donc pour l'instant, vous enterrez la hache de guerre, entre guillemets, en attendant des jours meilleurs. Je pense que cette semaine, sincèrement, ce qui se joue cette semaine, c'est la bataille des retraites. C'est que jeudi, on ait une journée réussie, forte. Il y a aussi un appel à mobilisation samedi autour des organisations de jeunesse. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe cette semaine. Oui. Merci Clémentine Autain, et vous reviendrez pour expliquer tout ça, justement. Députée LFI de Seine-Saint-Denis qui était invitée ce matin de Sud Radio. Merci.